Bonjour, circonstances l'exigent. La faculté de médecine de Béjaïa, vu la situation épidémiologique que vit le pays, et notamment la wilaya de Béjaïa, a décidé de mettre en ligne un support audiovisuel en plus du support pédagogique que vous allez trouver sur le site qui est inscrit là-dessus. Pour ma part aujourd'hui, je vais vous faire un cours dans la continuité, après le premier cours qu'a fait le professeur Kachnoura. Je vais vous énumérer certaines circonstances pathologiques et leurs manifestations électriques sur un ECG standard ou bien un ECG de surface. Alors, pour commencer, on va voir les hypertrophies cavitaires. Alors, tout d'abord, l'hypertrophie n'est pas un terme électrique, c'est un terme anatomopathologique. Tout simplement, l'hypertrophie, c'est une augmentation de la masse. Cette augmentation de la masse de la cavité va se faire de deux manières, ou bien c'est la combinaison de deux manières essentiellement. La première, celle qui nous vient à l'esprit tout d'abord, c'est l'augmentation de l'épaisseur des parois cavitaires. La deuxième situation d'hypertrophie, c'est plutôt une dilatation, c'est ce qu'on appelle une hypertrophie excentrée. Alors pour la première, c'est ce qu'on appelle une hypertrophie concentrique. L'hypertrophie, ça veut dire que la masse myocitaire allait augmenter. La masse myocitaire allait augmenter, donc on comprend aisément que les phénomènes électriques ou bien les charges électriques engendrées par ces masses myocitaires allaient augmenter. Donc le vecteur qui va représenter cette activation électrique va certainement augmenter d'amplitude. Les phénomènes électriques vont durer plus que sur une cavité d'une masse qui est normale. Et en plus de ça, on va voir une déviation des forces électriques du côté de la cavité hypertrophiée. Pour les ventricules, en plus des modifications de l'amplitude, la durée et la déviation axiale de la déflexion qu'il représente sur un ECG, notamment le complexe QRS, on va voir des troubles de repolarisation spécifiques, on va appeler les troubles secondaires de la repolarisation, qui sont secondaires aux modifications de la dépolarisation engendrée par l'hypertrophie. Malheureusement, pour les oreillettes, on ne peut pas avoir des troubles secondaires de la repolarisation parce que, comme ça a été expliqué dans le cours de ce la repolarisation auriculaire elle est masquée par la dépolarisation ventriculaire, c'est-à-dire la repolarisation elle est masquée par le complexe QRS. Tous ces signes d'hypertrophie qu'on va retrouver sur l'ECG, ils sont spécifiques, mais malheureusement, ils sont peu sensibles comparés aux autres tests d'imagerie, ou bien les examens complémentaires, surtout par imagerie, notamment l'échocardiographie ou bien l'IRM cardiaque. On va d'abord voir les hypertrophies auriculaires. Alors, l'activation auriculaire normale elle est représentée sur un électrocardiogramme de surface par une onde de P. Alors cette onde de P, elle va représenter le vecteur, ou bien la progression des forces électriques représentées par un vecteur qui est comme ça dynamique, qui représente la progression de l'onde de dépolarisation au niveau des deux oreillettes. Alors cette progression, ça va se faire dans un premier temps dans l'oreillette droite, ce qui va vous donner, je vous ai représenté la progression du vecteur électrique dans les dérivations. On a le plus de chances de le voir parce qu'il va se diriger vers ces dérivations, notamment dans les dérivations inférieures des D2, D3 et AVF, et dans la dérivation précordiale droite, qui est V1. Donc la première dépolarisation, bien les deux premiers tiers de la l'onde de P, ça représente la dépolarisation atriale droite. Donc elle va vous donner une positivité dans les dérivations inférieures avec une positivité dans la dérivation droite, vu que le vecteur de la dépolarisation auriculaire droite, ça va se diriger en bas, mais également vers la droite. Les deux derniers tiers de l'onde de P vont représenter la dépolarisation
atriale gauche, c'est-à-dire la progression. Ça va vous donner une deuxième bosse, hein, qui est une positivité dans les dérivations inférieures et plutôt une négativité dans la dérivation précordiale droite V1, vu que le vecteur de dépolarisation atriale gauche va se diriger de droite à gauche. Ainsi, la représentation sur l'ECG, ça sera l'onde P finale qui va être comme ça grossièrement, elle est arrondie dans la dérivation inférieure et dont l'amplitude ne dépasse pas les 2,5 mm et la durée ne dépasse pas généralement les 20 millisecondes avec un axe électrique qui va tourner autour de 60 degrés, donc autour de D2. Dans la dérivation V1, on peut avoir une onde P qui est purement positive, dont l'amplitude ne dépasse pas les 1 mm. On peut avoir une onde P qui est négative, dont la négativité n'est pas trop profonde, ça ne dépasse pas les 1,5 mm, et dont la durée, elle n'est pas trop allongée, ne dépassant pas les 40 millisecondes, ça veut dire 1 mm. La plupart du temps, on va avoir un aspect diphasique avec une positivité initiale et une négativité terminale qui sont plutôt équivalentes ou bien elles sont égales. Dans l'hypertrophie auriculaire droite, qu'est-ce qui va se passer? La masse de l'oreillette droite, elle va augmenter. Donc, le vecteur qui va représenter la dépolarisation atriale droite, il va augmenter bien sûr en amplitude, mais également il va être dévié vers la droite, donc vers l'oreillette droite. Ainsi, on va avoir une modification des deux premiers tiers de l'onde de dépolarisation ou bien de l'onde de P qui représente cette dépolarisation sur l'oreillette gauche, sur l'ECG, alors que la deuxième partie, qui est la dépolarisation atriale gauche, ça va rester la même. Ce qui va vous donner un aspect particulier d'une hypertrophie auriculaire droite qui va porter plutôt sur l'amplitude que sur la durée, vu que la durée de la dépolarisation auriculaire droite, elle va être masquée par la dépolarisation de l'oreillette gauche. Ainsi, on retiendra comme critère de définition d'une hypertrophie atriale droite, surtout l'augmentation de l'amplitude du l'onde de P qui va dépasser les 2,5 mm qu'on va regarder surtout en D2, mais également on va regarder en V1 où on va trouver un aspect qui est comme ça modifié avec une positivité initiale qui est ample et qui dépasse les 1,5 mm. Parfois, on est amené à suspecter ou bien à porter le diagnostic une forte probabilité d'une hypertrophie auriculaire droite, même en absence de ces deux critères. Ça veut dire que même en absence de l'augmentation de l'amplitude de 2,5 mm, si on trouve par exemple un aspect particulier de l'onde P, c'est ce qu'on appelle les ondes P, c'est les ondes P pulmonaires qui sont représentées par des ondes P comme ça, qui sont pointues, mais dont l'amplitude manque pour la définition. Également, si on va trouver d'autres éléments sur le plan clinique, ou bien sur le plan électrique, qui vont nous dire qu'il y a probablement une pathologie qui va faire qu'il va y avoir une hypertrophie auriculaire droite associée à certains aspects qui ne rentrent pas dans la définition, notamment quand on trouve par exemple une hypertrophie auriculaire une hypertrophie ventriculaire droite. Ça va forcément s'accompagner d'une hypertrophie auriculaire droite. Dans l'hypertrophie auriculaire gauche, c'est plutôt la deuxième partie de la dépolarisation atriale qui va être modifiée. Donc, on va avoir une augmentation de l'amplitude de la deuxième partie avec surtout une prolongation du temps de l'activation des deux oreillettes, ce qui va vous donner un aspect comme ça particulier en D2, c'est qui va être fait d'une onde de P qui est la plupart du temps bifide avec une deuxième bosse dans la durée, ça va dépasser les 40 millisecondes. Donc pour une durée totale de l'onde de P qui va dépasser les 120 millisecondes. Alors pour la durée, il faut la calculer dans la dérivation où elle est la plus longue. Pas forcément en D2 ou bien en D3 et pas forcément en V1. En V1, on peut trouver un aspect qui est comme ça, bifide, avec une petite positivité initiale, ou bien ça va se résumer à une négativité. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la négativité terminale,
elle est traînante, c'est-à-dire que sa durée, ça va dépasser les 40 millisecondes et l'amplitude, généralement, ça va dépasser 1 mm, 1 mm et demi. Également, parfois, on est emmené, comme dans l'hypertrophie atriale droite, on est emmené à suspecter une hypertrophie auriculaire gauche, même en absence de ces deux critères, c'est-à-dire le critère d'amplitude et le critère de la durée, en présence d'un aspect particulier de modification de la morphologie de l'onde de P, notamment une onde de P en double bosse, avec d'autres signes électriques en faveur d'une pathologie qui peut avoir dans sa définition, bien dans sa physiopathologie, une hypertrophie atriale gauche, comme par exemple quand on a des images d'une hypertrophie ventriculaire gauche avec une modification de la morphologie de l'onde P, là on peut être emmené à suspecter une hypertrophie auriculaire gauche. Pour les hypertrophies ventriculaires, alors pour vous rappeler, juste pour rappeler, c'est que la dépolarisation des ventricules va se faire essentiellement par trois vecteurs. Le premier vecteur, c'est un vecteur de dépolarisation septale, ce qu'on voit là en jaune, il est dirigé de gauche à droite et un peu de haut en bas. Le deuxième vecteur, en réalité, c'est le vecteur principal de la dépolarisation ventriculaire qui est en réalité la somme des deux vecteurs de dépolarisation des deux ventricules, le ventricule droit et le ventricule gauche, qui vont avoir un vecteur résultant qui est grossièrement dirigé de haut en bas, de droite à gauche, et parfois ça dépendra de la position du cœur, soit d'avant en arrière ou bien d'arrière en avant. Et un troisième vecteur terminal comme ça qui représente la dépolarisation des parois des parties basales de ces ventricules. Donc l'hypertrophie va faire qu'il y a essentiellement deux conséquences, ou bien trois conséquences. Alors la première conséquence, c'est qu'il va y avoir une augmentation de l'amplitude de ce vecteur, ce qui va se manifester par des complexes QRS qui sont hypervoltés, ou bien qui ont des voltages qui sont majorés. La deuxième conséquence, c'est qu'il va y avoir une déviation. Il va y avoir une déviation de l'axe principal du QRS vers la cavité qui est dilatée. Si on a une hypertrophie ventriculaire droite, on va avoir une déviation axiale vers la droite. Si on a une hypertrophie ventriculaire gauche, on a plus de chances d'avoir une déviation axiale gauche du vecteur principal de l'activation ventriculaire. La troisième modification, c'est une modification dans la durée des phénomènes électriques, c'est-à-dire qu'on va probablement avoir un QRS qui va s'élargir un peu. Ce sont les trois conséquences principales. Dans l'hypertrophie ventriculaire droite, donc la masse ventriculaire droite va s'augmenter, ce qui va faire que les forces électriques vont plutôt se diriger vers le ventricule droit et on va essentiellement avoir une augmentation de l'amplitude des positivités dans les dérivations droites et une augmentation de l'amplitude des positivités dans les dérivations gauche, c'est-à-dire on va avoir des ondes R qui vont s'amplifier dans les dérivations V1, V2 et des ondes S qui vont plutôt augmenter ou bien s'amplifier dans les dérivations gauche, notamment en V5, V6. La deuxième conséquence, c'est une déviation axiale vers la droite. Et bien sûr, la troisième conséquence, on va voir une petite prolongation du QRS, de la durée du QRS, mais qui n'est pas aussi importante comme dans le cadre du ventricule d'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, en finalité, l'hypertrophie ventriculaire droite, parfois, ça va se résumer juste par une déviation axiale droite de l'axe du cœur au-delà de plus 90 degrés. Regardez sur cette CG que je vous ai représenté. Vous avez vu probablement l'hypertrophie auriculaire droite qui est représentée par cet aspect d'onde de P avec une augmentation de l'amplitude de l'onde de P qui dépasse largement les 2,5
mm. Donc, la première chose qu'on va constater, c'est qu'il y a une déviation axiale vers la droite. Regardez l'axe du cœur qui est plutôt perpendiculaire sur D2 et qui se dirige plutôt vers D3. Donc, il est largement au-delà de plus de 90 degrés. Le deuxième critère d'hypertrophie ventriculaire droite, c'est l'augmentation des voltages, des déflexions qui vont représenter la dépolarisation ventriculaire droite, notamment les ondes de R qui vont être amples dans V1, V2 et les ondes de S qui sont réduites. Généralement, les ondes de R, elles vont avoir une amplitude qui va être supérieure à 6-7 mm, voire plus dans les dérivations droites, c'est-à-dire V1, V2, avec des ondes de S qui sont réduites. Ils vont avoir généralement des amplitudes qui sont inférieures à 3 mm dans ces dérivations. L'essentiel, c'est que le rapport R sur S qui est normalement inférieur à 1 va devenir supérieur à 1, c'est-à-dire des ondes de R qui sont largement supérieures aux ondes de S. Parfois, on va avoir une prolongation du QRS de telle sorte que la durée de l'inscription de l'onde de R va, c'est ce qu'on appelait classiquement la déflexion intrinsèque qui va être un peu prolongée et va devenir supérieure à 35 millisecondes. Dans les dérivations gauche, V5, V6, on va avoir des ondes de S qui sont amples et des ondes R qui sont réduites. Généralement, les ondes de S, elle est supérieure à 10 mm dans V5, elle est supérieure à 3 mm en V6. Et le rapport R sur S en V5, ça va être inférieur à 0,75 et le rapport R sur S, il va être inférieur à 0,75 en V5 et le rapport R sur S, il va être généralement inférieur à 0,40 dans la dérivation V6. En plus de la déviation axiale et les indices d'hypervoltage des QRS, on va avoir des troubles secondaires de la repolarisation, c'est ce qu'on appelle le strain pattern, ou bien les signes de remodelage, ou bien du surcharge ventriculaire droite, qui sont juste des troubles de la repolarisation avec une onde de T, dont la polarité va s'opposer à la polarité du QRS dans les dérivations qui vont explorer le ventricule droite. Comme sur cette ECG, on est en train de voir des ondes de T qui sont négatives comme ça, elles vont s'opposer à la polarité du QRS. Regardez également ce que je disais tout à l'heure, c'est que les ondes S, elles sont profondes dans V5 et V6, de telle sorte que le rapport, vous voyez, l'onde S ici, ça fait presque la même amplitude que l'onde R en V5. En plus de ça, il y a d'autres indices indirects, notamment une hypertrophie auriculaire droite, une dextrorotation du cœur. Ça va se manifester par cet aspect S1, un aspect S1 Q3 et T négative en D3. Vous avez également la zone de transition qui va avoir trois situations. La première situation, généralement, la zone de transition, elle est déviée à droite. C'est-à-dire qu'on va avoir des ondes R qui vont être amples DV1, V2. Ou bien la zone de transition qui va être étalée comme ça. On a l'impression qu'il n'y a plutôt pas de zone de transition. Parfois même, la zone de transition, elle est inversée. C'est-à-dire que il y a les ondes R qui sont plutôt amples en V1, V2, puis ça commence, le QRS, les ondes R vont commencer à dégraisser. Pour l'hypertrophie ventriculaire gauche, donc l'augmentation de la masse ventriculaire gauche, soit c'est l'augmentation de la masse d'une manière concentrique, c'est-à-dire que l'augmentation de l'épaisseur de la paroi, ou bien d'une manière excentrique, qui est l'augmentation du volume du ventricule gauche, qui va faire qu'il va y avoir une dilatation ventriculaire gauche, va faire que les forces électriques d'activation du ventricule gauche elles vont augmenter, ce qui va donner une augmentation plutôt de l'amplitude du vecteur de dépolarisation ventriculaire gauche, et bien sûr une prolongation des phénomènes d'activation électrique dans ce ventricule qui va avoir comme corollaire une augmentation de la durée du QRS. Bien sûr, l'augmentation
de l'amplitude de ce vecteur des forces électriques à gauche va faire que le vecteur principal d'activation ventriculaire, qui est la somme du vecteur de l'activation du ventricule droit et du ventricule gauche, va être dévié à gauche et il va y avoir une augmentation de l'amplitude des phénomènes de déflexion qui vont représenter la dépolarisation ventriculaire gauche sur le sujet, notamment les ondes R dans les dérivations gauche V5, V6, mais également en D1-VL, et une augmentation de l'amplitude de l'onde S dans les dérivations droites, notamment V1, V2. Ainsi, ce vecteur électrique il va être augmenté, il va être prolongé. Cette prolongation va faire que la durée du QRS va s'élargir un peu sans avoir les critères d'un bloc de conduction intraventriculaire, c'est-à-dire ça va rester quand même un peu inférieur à 120 millisecondes, quoique dans certaines situations, tellement l'hypertrophie est importante, on va quand même avoir des durées du QRS qui vont dépasser les 120 millisecondes. Elle va être retardée, ce qui veut dire que l'influx électrique va mettre beaucoup de temps à parcourir la paroi myocardique de l'endocarde vers le péricarde, vers les couches sous-épicardiques. C'est ce qui est représenté par la durée de l'inscription de l'onde R dans les dérivations gauche, ce qu'on appelle classiquement un retard de la déflexion intrasécoïde au-delà de 40-45 millisecondes. Donc, les critères diagnostiques, on va avoir généralement 2 ou bien 3 types de critères. Le premier critère, c'est les indices d'hypervoltage monodérivation, c'est-à-dire qu'on va prendre dérivation par dérivation. Alors ces indices généralement c'est l'augmentation de l'amplitude de l'onde R dans les dérivations qui vont explorer le ventricule gauche. Par exemple, une onde R en D1 qui est supérieure à 15 mm, c'est fort suspect une hypertrophie ventriculaire gauche. Une onde R qui est supérieure à 11 mm qui est en AVL nous fait suspecter fortement une hypertrophie ventriculaire gauche. Une onde R en V5 qui est supérieure à 33 mm de mercure, en V6 supérieure à 25 mm de mercure, mais également une onde S en V1 qui va être supérieure à 23 mm de mercure, ou bien une onde S en V2 qui est supérieure à 25 mm de mercure. Dans les examens par imagerie pour prendre la masse ventriculaire gauche, généralement, on a l'habitude de travailler sur 2 parois. Par exemple, dans l'échocardiographie, on va travailler sur l'épaisseur du septum interventriculaire et l'épaisseur de la paroi inférolatérale. On a essayé d'avoir le même raisonnement sur l'ECG et de faire les indices combinés. C'est ce qu'on appelle les indices de voltage combinés. Le premier à avoir été pensé, c'est M. Sokolov. Alors, Sokolov, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'onde S en V1, ce qui représente la dépolarisation ventriculaire gauche dans une dérivation droite. Il va ajouter l'onde R en V5 ou bien en V6, là où elle est la plus importante. Alors dans cette situation, c'est la représentante du vecteur de dépolarisation ventriculaire gauche sur les dérivations gauche. À partir de ce moment, quand vous avez un indice de Sokolov, c'est-à-dire un S en V1 plus R V5 V6 qui est supérieur à 35 mm de mercure, millimètres, ça veut dire qu'il y a probablement une hypertrophie ventriculaire gauche. Exception faite pour un sujet jeune. Le sujet jeune, les indices ils sont plus importants, donc on exige quand même 45 mm plutôt que 35 mm. Alors, on a remarqué que cet indice de Sokolov, il avait quand même une sensibilité assez faible. Il était bien spécifique, mais la sensibilité, elle était assez faible. Alors, M. Murphy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a constaté que si on en prenait le S en V2 et qu'on rajoutait la R en V5 ou bien V6, et ça a été plus sensible pour les mêmes cutoffs, ou bien pour les mêmes seuils de définition. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait M. Murphy? Au lieu de prendre S en V1, il a juste modifié le Sokolov en modifiant le S en V1 par le S en V2. Donc, de telle sorte que SV2 plus RV5 ou bien V6
S'il est supérieur à 35 mm, on peut parler d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Et chez les sujets jeunes, notamment les sportifs, on doit exiger des limites plus importantes, notamment 45 mm. Le deuxième indice, si vous avez remarqué, le Sokolov, ça a exploré l'hypertrophie juste dans les dérivations précordiales. Donc, on néglige complètement les dérivations frontales, alors que parfois, les seuls indices d'hypertrophie, on va les voir juste dans les dérivations frontales. Donc, Cornell, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de combiner un indice ou bien un indice de voltage dans les dérivations précordiales avec un indice de voltage dans les dérivations frontales. Donc, il a pris le S en V3 pour lequel, le S en V3 pour lequel il rajoute le R en AVL. S'il est supérieur à 20 mm chez la femme, on parle d'une hypertrophie ventriculaire gauche, alors que chez l'homme, ça doit dépasser les 28 mm. Également, on a constaté une sensibilité qui était un peu plus faible, parce que quand même, il y avait certaines limites à cette définition. Puis Guéraud, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit, je vais prendre le S en V3, je vais rajouter le S le plus important dans n'importe quelle dérivation, soit frontale, soit précordiale, et pour les mêmes cutoffs, ou bien pour les mêmes limites supérieures, c'est-à-dire 20 chez la femme, 28 chez l'homme, on a eu une meilleure sensibilité par rapport à l'hypertrophie ventriculaire gauche. En plus de ces indices de voltage, on peut avoir d'autres indices qui nous orientent comme ça vers une hypertrophie ventriculaire gauche sans que ça soit obligatoire, notamment quand on a une déviation axiale gauche au-delà de 0 degré ou bien au-delà de plus 30 degrés. Non au-delà de moins 45, parce qu'au-delà de moins 45, ça va interférer avec les hémiblocs gauche antérieur qu'on va voir dans un autre cours. Également, on va avoir une augmentation du temps, du durée de l'inscription de l'onde de R, c'est-à-dire le temps que va faire l'influx à partir des couches sous-endocardiques vers les couches sous-épicardiques qui va dépasser les 50 millisecondes. Les QRS, généralement, c'est des QRS qui vont devenir larges, supérieurs à 90 millisecondes, généralement entre 110 et 120 millisecondes, mais parfois ça part même au-delà de 120 millisecondes. Quand on a une hypertrophie auriculaire gauche, comme vous voyez ici, probablement il y a une hypertrophie auriculaire gauche sur cet aspect de l'onde de P en V1. Alors quand on a une hypertrophie auriculaire gauche, l'explication c'est que soit il y a un barrage fonctionnel sur le ventricule gauche, ou bien il y a un barrage fonctionnel anatomique sur la chambre de chasse du ventricule gauche, ce qui va faire que le ventricule gauche, ça va s'hypertrophier, notamment quand on a une avance, ça veut dire que l'oreillette gauche elle est soumise à un régime de pression qui est élevé, ce qui peut être engendré par une augmentation des pressions et une hypertrophie, une réaction hypertrophiante au niveau du ventricule gauche. En plus de tout ça, on peut avoir ce qu'on appelle des troubles secondaires de la repolarisation, ou bien le strain pattern, ou bien les remodelages VG, qui est des troubles secondaires qu'on va voir sur l'onde de P, qui est sur l'onde de T, qui va dans la polarité, va s'opposer à la polarité du QRS. C'est-à-dire si on a un QRS qui est comme ça, positif ample, on va avoir des ondes de T qui sont négatifs. En fait, le strain ou bien le strain pattern ou bien les signes de surcharge ventriculaire ou bien les troubles secondaires de la repolarisation secondaire à l'hypertrophie comportent essentiellement trois éléments. Alors le premier élément, on a comme ça un petit sous-décalage du segment ST qui est un peu convexe vers le haut. On a une onde de T positive et plus l'hypertrophie elle est importante, plus les signes de surcharge sont plus importants. On peut même avoir une onde de T qui est biphasique avec une négativité plus une petite positivité comme ça, terminale, ce qui définit les signes de surcharge ventriculaire gauche ou bien le strain pattern. Les deuxièmes manifestations qu'on va développer, c'est les manifestations électrocardiographiques en rapport avec des troubles ioniques. Vous avez vu que les phénomènes électriques qui sont secondaires ont un potentiel d'action généré par
chaque myocyte. L'ensemble de myocytes vont décharger en même temps, donc vont donner beaucoup de potentiel d'action, vont donner des phénomènes électriques, vont donner un vecteur d'activation qui va avoir une représentation. Donc, ce potentiel d'action, il est assuré par une membrane cellulaire qui est polarisée à l'état de repos, qui va se dépolariser lors de l'activation. Sa dépolarisation, bien ces charges électriques de part et d'autre de cette membrane cellulaire, elle est assurée par une concentration des ions de part et d'autre. Cette concentration des ions de part et d'autre, elle va obéir à la perméabilité de cette membrane cellulaire, mais également elle va être influencée par la concentration des différents ions de part et d'autre de la membrane cellulaire, surtout par la concentration des ions dans le sang, c'est-à-dire à l'extérieur de cette cellule. En première situation, l'hypercalémie. Alors l'hypercalémie, sur le potentiel d'action, elle va intervenir un peu dans toutes les parties de la repolarisation ou bien la dépolarisation diastolique lente, c'est-à-dire dans le potentiel d'action, mis à part la phase 0, elle va intervenir sur toutes les phases du potentiel d'action. Mais surtout, cette hypercalémie, elle va raccourcir la phase 3 de potentiel d'action. Cette phase 3 de potentiel d'action, ça va correspondre surtout à la repolarisation, c'est-à-dire à l'onde de T. Donc, quand l'hypercalémie, elle est légère à modérée, ça va modifier surtout l'onde de T sans toucher aux autres composantes de la dépolarisation-repolarisation ventriculaire, c'est-à-dire QRS, ST et ondes de T. Donc, on va avoir des ondes de T qui vont être pointues, elles vont être positives, et elles vont perdre le caractère d'asymétrie, c'est-à-dire des ondes T qui vont devenir asymétriques. La chose la plus importante, c'est que ces ondes de T, elles sont de durée courte, c'est-à-dire elles ont une base étroite, contrairement aux ondes de T de l'ischémie qui vont avoir une base qui est large et des ondes T qui sont larges. Ces modifications de l'onde de T se voient généralement, pas exclusivement, mais généralement, on a plus de chances de les voir dans les dérivations V2, V3, V4. Parfois associées aux dérivations inférieures, mais théoriquement, ces troubles de la repolarisation peuvent être diffus. Un degré plus important, c'est l'hypercalémie sévère. En plus des modifications qu'on va avoir sur la phase 3, elle va également modifier la phase 1 et la phase 4 du potentiel d'action. Alors la phase 4, ça va concerner l'automatisme cardiaque, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même une modification de l'automatisme cardiaque, mais également on va avoir des modifications au niveau de la conduction intracardiaque, en plus des troubles de la repolarisation. L'hypercalémie sévère également, vous avez le potentiel d'action, celui qui va dire potentiel d'action, va dire potentiel transmembranaire, donc transfert du calcium également. Donc on va avoir trouble de la contractilité. Donc en finalité, l'hypercalémie sévère ne va pas avoir que des modifications électriques de l'ECG, mais elle va également avoir des modifications hémodynamiques, notamment une diminution de la contractilité. Donc, le ralentissement de la conduction intracardiaque et de l'automatisme peut se voir à tous les niveaux. Soit au niveau atrial, ça peut donner juste des bradycardies, ça peut donner des blocs sino-atriales, mais également ça peut donner ce qu'on appelle des paralysies sinusales ou bien des blocs interatriaux. Au niveau jonctionnel, ça donne généralement de troubles de conduction auriculo-ventriculaire, notamment les BAV. Tous les degrés, on peut les voir. Mais surtout, ces BAV, ces blocs auriculo-ventriculaires, ils sont de siège nodal. Au niveau ventriculaire, ça peut donner un élargissement du QRS avec des QRS qui sont comme ça déformés d'une manière atypique. On peut avoir des blocs de bronches qui sont atypiques par leur axe, ils sont atypiques par leur repolarisation. On va voir les troubles de la conduction intraventriculaire par la suite. On va voir ce qu'on appelle la concordance, la discordance appropriée, c'est-à-dire qu'on va avoir, en plus du QRS, on va avoir des troubles secondaires de la repolarisation où la polarité de l'onde de T va s'opposer à la polarité du QRS. Alors que dans cette situation, dans l'hypercalémie sévère, on peut avoir un allongement du QRS de telle sorte qu'il va simuler sur le QRS un bloc de branche, alors que la repolarisation, on ne va pas avoir cette discordance appropriée de la repolarisation.
Le QRS, il va s'élargir également. Ça va donner parfois des aspects particuliers de ce QRS qui vont être large. Parfois, ça atteint des degrés de durée du QRS de l'ordre de 300 millisecondes, alors que la normale, c'est inférieur à 120 millisecondes. Donc, ces aspects peuvent s'exagérer jusqu'à donner un aspect sinusoïdal à ces QRS sur un ECG. C'est des tracés qu'on va voir juste avant les tracés agoniques, avant le décès du patient. Et la mort peut survenir soit par un arrêt cardiaque, c'est-à-dire un tracé qui va devenir plat, ou bien dans un tableau de fibrillation ventriculaire. À l'hypokaliémie, contrairement à l'hyperkaliémie, au lieu de raccourcir la durée du potentiel d'action, ça va agir sur la phase 3, mais plutôt elle va prolonger la phase 3 du potentiel d'action. Donc, elle va modifier la repolarisation dans le sens que si l'hypokaliémie elle est un peu légère, on va avoir dans un premier temps les ondes T qui vont devenir petites, comparé à une onde U qui va devenir proéminente, c'est-à-dire qu'on va avoir une onde U qui va être plus ample, qui va dominer cette onde T. Peut avoir juste l'onde U, l'onde T elle est là, elle s'aplatit, elle est dominée par l'onde U. Si cette hypokaliémie elle va devenir encore plus importante, on va avoir une exagération des phénomènes de la repolarisation, des troubles de la repolarisation, c'est-à-dire qu'on va voir un segment ST qui va comme ça sous-décaler et qui va tirer vers le bas la partie initiale de l'onde T avec une onde U toujours proéminente. Si les troubles ioniques, l'hypokaliémie, ça devient encore plus sévère, on va avoir une exagération plus importante de ce trouble de la repolarisation, notamment un sous-décalage important de ce segment ST qui va tirer l'onde T, qui va se raccorder à une onde U, ce qui va vous donner comme ça un caractère qu'on décrit comme un S italique mais qui est couché. En plus de ces troubles de la repolarisation, on peut avoir des troubles de la conduction d'une manière moins importante que dans l'hyperkaliémie. Généralement, ça va s'assumer juste un prolongement de la conduction, notamment les BAV de premier degré. On peut avoir également un risque d'arythmie, soit c'est des arythmies supraventriculaires, soit c'est des arythmies ventriculaires, notamment les tachycardies supraventriculaires, les AFA, les fluttaires et également les arythmies ventriculaires, notamment les tachycardies ventriculaires. L'hypercalcémie, qui est l'augmentation du taux du calcium à l'intérieur du sang. Vous savez que le calcium, généralement, c'est l'ion qui est impliqué dans la phase de plateau du potentiel de repos. Donc, l'hypercalcémie, ça va raccourcir la phase, je pense c'est la phase 2 du potentiel d'action. La phase 2, c'est pas la phase 3. Alors, quand l'hypercalcémie, elle est modérée, ça va raccourcir le segment ST. On va avoir un segment ST qui est raccourci, il est un peu sous-décalé comme ça. Alors les ondes T, elles vont être soit diphasiques, négatives puis positives, soit elles sont négatives. Elles peuvent être, les ondes T, elles peuvent être larges. Quand l'hyperkaliémie est sévère, c'est plutôt le contraire qu'on va voir, c'est-à-dire qu'on va voir un sus-décalage du segment ST qui va être court, on dirait qu'il n'y a pas de segment ST, mais qui va sus-décaler avec des ondes de T qui vont devenir larges, un QT qui va se raccourcir et un PR qui va s'allonger avec risque de voir apparaître des blocs auriculo-ventriculaires. Dans l'hypocalcémie, c'est le contraire, donc ça va prolonger la phase 2 du potentiel d'action. Il n'y a pas de risque rythmologique particulier. Les anomalies qu'on peut voir, ce sont des modifications sur le segment ST, le QT et pas de modification généralement sur les ondes de T. Généralement, on va juste avoir un segment ST qui est prolongé, qui est comme ça isoélectrique, avec
un QT qui va s'élargir et augmenter. Et je vous rappelle également que il n'y a pas un risque particulier d'une arythmie particulière. Contrairement aux hypercalcémies, on peut avoir quand même certaines tachycardies, notamment les tachycardies bidirectionnelles ou bien les tachycardies de Belhazen. Le troisième chapitre qu'on va voir, c'est un chapitre essentiel dans la cardiologie, notamment par rapport aux informations que peut nous porter un examen qui est disponible, qui est assez simple à faire dans une situation où le temps c'est de la vie ou bien c'est du muscle. Notamment, on va décrire les anomalies électriques ou électrocardiographiques en rapport avec une ischémie myocardique. Alors tout d'abord, je vais vous rappeler comment ça se fait, une dépolarisation, l'onde de dépolarisation ventriculaire. Donc, quand l'influx arrive au niveau du septum interventriculaire, ça part par le tronc du faisceau de His, puis par les branches du faisceau de His qui cheminent dans la région sous-endocardique. Ça va vous donner un potentiel d'action de ces cellules sous-épicardiques qui est fait comme ça. Alors ça, c'est des cellules à réponse rapide. Donc, par la suite, cet influx va progresser de l'endocarde vers l'épicarde. Alors, les cellules sous-endocardiques, elles ont un potentiel d'action qui est comme ça, qui est en jaune, il est comme ça prolongé. Les cellules, ou bien les myocytes, dans les couches sous-épicardiques, ça va vous donner un potentiel d'action qui est comme ça, il est un peu court comme ça. Donc, dans un premier temps, quand c'est juste les cellules, c'est les couches sous-endocardiques qui sont dépolarisées, on va avoir une charge négative ici, alors que là, dans les couches sous-épicardiques, on va avoir une charge positive. Donc, on va avoir un vecteur électrique comme ça qui est dirigé de l'endocarde vers l'épicarde. Si on met une électrode ici, on va enregistrer une positivité du QRS. Jusqu'à ce que la dépolarisation va toucher tout le myocarde, c'est-à-dire on va avoir cette phase de plateau comme ça. Donc on ne va pas y avoir de différence de potentiel d'action entre les couches sous-endocardiques et les couches sous-épicardiques. Cette phase de plateau, ça explique le segment ST. Puis, dans un deuxième temps, il va y avoir repolarisation. Alors, si on suit le circuit ou bien le cheminement de la dépolarisation, on va avoir à un certain moment une charge négative ici dans tout le myocarde. Puis les premières à avoir se dépolarisé, ce sont ces couches. Et les dernières, ce sont ces couches. Donc, si la dépolarisation suit le même chemin que la repolarisation, on va avoir un début de repolarisation des cellules myocardiques au niveau sous-endocardique. Donc, on va avoir des charges positives ici. Et là, on va avoir des charges négatives. Donc, on va avoir un vecteur qui va se diriger comme ça. Donc, si on enregistre la repolarisation, on va avoir un aspect négatif comme ça. Parce que le vecteur, ça va fuir. Mais l'électrophysiologie fait qu'il y a un gradient du délai des périodes des potentiels d'action de l'endocarde vers l'épicarde. De telle sorte que, regardez, le potentiel d'action qui représente une cellule sous-endocardique et le potentiel d'action qui représente une cellule sous-épicardique. Ça veut dire que les cellules sous-épicardiques qui sont les dernières à se dépolariser sont quand même les premières à se repolariser. Ça veut dire que après la dépolarisation, après le QRS et le segment ST, on va avoir une repolarisation des cellules sous-épicardiques qui vont retrouver leur état de polarité initiale. Donc, on va avoir des charges positives ici, alors que là, c'est des charges négatives. Donc, on va avoir un vecteur qui va se diriger de dedans vers dehors, ce qui va vous donner un aspect positif comme ça, c'est-à-dire des ondes T qui vont être positives. C'est ce qui explique cette positivité. Donc, quand il y a une ischémie myocardique, cette phase de la repolarisation, c'est celle qui consomme le plus d'oxygène. Donc, c'est elle qui va être le plus touchée par l'ischémie dans un premier temps. Donc, les premières modifications, on va les avoir sur l'onde T, puis on va avoir des modifications sur le segment ST, puis finalement, on va avoir des modifications sur le QRS.
Alors, si on prend par exemple une cellule, un myocarde d'une cellule d'un animal chez qui on va occlure une coronaire pour voir comment ça va se dérouler cette ischémie. Alors, si vous regardez, après 5 minutes déjà de l'occlusion, on va voir une modification de l'onté. Alors, si vous vous rappelez bien, vous avez une onté qui est asymétrique, qui est comme ça, d'une certaine amplitude petite, elle n'est pas trop importante, avec une montée douce comme ça, une descente plus rapide que sa montée. 5 minutes après, si vous regardez déjà, on va avoir déjà une onde de T qui va se modifier dans le sens qu'elle perd sa symétrie. C'est une onde de T qui devient quand même ample comme ça. Et regardez, à partir du moment où on arrive à distinguer le début de l'onde de T, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, déjà là, on suspecte une ischémie. Si l'ischémie continue, on va voir une majoration de cette onde de T qui va comme ça augmenter. On va quand même voir, regardez, battement par battement, un segment ST qui commence à décaler vers le haut. Quand il décale vers le haut, il va emmener avec lui l'onde S qui commence à monter. Regardez l'amplitude de l'onde S comme ça, et regardez là l'onde S qui commence à monter. Mais également, si vous regardez le même ECG, les ondes de R, elles vont diminuer d'amplitude. Donc, on a des manifestations d'ischémie sur les ondes de T, puis sur les ondes de T et le segment ST, mais également le QRS. Ça va commencer de la partie terminale du QRS et ça va venir vers l'onde de R du QRS. Si on laisse l'ischémie, alors vous regardez bien l'onde de T qui va se majorer, le segment ST qui est complètement décalé, l'onde de S, regardez battement par battement, c'est-à-dire qu'on est dynamique quand même, l'onde de S qui a complètement disparu, le point G qui commence à se décaler, là c'est l'onde de S qui commence à monter. Donc, sur ce, Birnbaum, il a décrit 3 stades d'ischémie croissante qui va de l'onde de T vers le QRS. Donc, l'ischémie de grade 1, c'est toutes les modifications de l'onde de T. L'ischémie de grade 2, ça va concerner les modifications du segment ST, puis l'ischémie de grade 3, ça va comporter les modifications du QRS qu'on va voir dans un ECG même à la phase aiguë, et les modifications du QRS ne sont pas réservées aux séquelles d'infarctus ou bien de séquelles d'ischémie chronique. Donc, les anomalies du QRS, ça va commencer par la partie terminale du QRS, c'est ce qu'on va appeler la distorsion du QRS, puis ça va toucher l'onde de R dans un premier temps avec soit généralement une diminution de l'amplitude de l'onde de R, puis en fin de compte, on va avoir d'autres manifestations, notamment le développement d'une onde de nécrose ou bien un trou électrique sur le QRS, mais également on va avoir un QRS comme ça qui est déchiqueté, qui est polyphasique, qui est crocheté, qui n'est pas spécifique de l'ischémie myocardique, mais qu'on peut voir également quand il y a une fibrose ou bien des troubles de conduction intra-auriculaire. Alors pour les grades d'ischémie, le premier grade d'ischémie, c'est ce qu'on appelait classiquement une ischémie myocardique sur l'ECG. Alors regardez, les premières manifestations, généralement, ça va concerner les ondes de T. Soit c'est des ondes de T qui sont amples comme ça. Chez l'homme, ça ne doit pas dépasser les 16 mm. Chez la femme, ça ne doit pas dépasser les 9 mm. Mais je vous déconseille de prendre comme ça sur des valeurs absolues. Il faut plutôt réfléchir en proportionnalité. Regardez cette onde de P et cette onde de T, qui est ample, qui dépasse largement 75% de la plus grande polarité ou bien du QRS. Vous voyez également la surface sous l'onde de T qui dépasse largement la surface sur le QRS, alors que normalement la surface sur le QRS, c'est-à-dire la dépolarisation et la repolarisation, généralement elles sont presque égales. Alors sur cette deuxième image, vous voyez que les ondes de T quand même, elles ne sont pas trop amples comme ici, mais quand même elles sont assez amples et assez larges par rapport aux ondes P normales. Regardez la surface ici, elle est largement supérieure à la surface sous l'onde de QRS. Regardez ici également ces modifications de l'onde de T qui perd son caractère symétrique, ça devient une onde de T asymétrique, symétrique plutôt, c'est une onde de
T qui est ample. Et regardez, généralement, généralement ici, d'habitude, on n'a pas l'habitude de voir le début de l'onde T. Là, on arrive à voir distinctement le début de l'onde T. Alors, quand vous voyez le début de l'onde T, ça veut dire qu'il y a probablement un problème d'ischémie. Alors, toutes les situations où l'onde T, elle est positive, c'est-à-dire il y a des anomalies sur l'onde T, mais qui restent positives, c'est ce qu'on appelle classiquement une ischémie sous-endocardique. Parfois, l'onde T, regardez, elle est comme ça inversée. Elle est inversée, soit elle est négative profonde, soit elle est juste négative comme ça, soit elle est diphasique avec une positivité puis une négativité terminale. Elle est biphasique généralement pour une raison ou pour une autre. Il y a eu une perfusion à la fascicule de l'infarctus. Après avoir... Là, c'est une onde de T qui est quand même inversée alors qu'elle est positive. Dans cette situation, regardez, en VL, c'est un hémibloc gauche antérieur. Généralement, quand il y a des troubles de la conduction, je vous ai dit qu'on devait avoir des troubles secondaires de la repolarisation de telle sorte que, normalement, il y a une discordance appropriée. C'est-à-dire que la polarité de l'onde de T va s'opposer à la polarité du QRS. Alors que dans cette situation, la polarité de l'onde de il y a une concordance, la polarité de l'onde de T, elle est du même côté que la polarité du QRS. Ça, c'est l'ischémie de grade 1 qui va toucher les ondes de T. L'ischémie de grade 2, c'est ce qu'on appelle classiquement la lésion, ça va concerner le segment ST. Alors, les manifestations majeures, c'est un susdécalage du segment ST. Le susdécalage du segment ST, généralement, a des proportionnalités qui obéissent aux définition académique. Mais je vous déconseille également dans cette situation de se référer juste au nombre. Il faut plutôt regarder la chose par proportionnalité. On ne va pas penser de la même manière du susdécalage contre le QRS. Il est d'une amplitude de l'ordre de 10 mm que contre le QRS, il est de l'ordre de 1 à 2 mm. Donc, les définitions académiques, généralement, c'est un susdécalage qui est significatif. Alors, regardez là, c'est un susdécalage qui est comme ça, supérieur à 2 mm. Il est convexe vers le haut qui va se raccorder avec l'onde T, avec... Regardez, en inférieur, on accepte des limites de 1 mm plutôt que 2 mm avec, bien sûr, des images en miroir sur les dérivations qui font face à ces QRS, aux autres dérivations où il y a les images directes. Alors, quand il y a ce décalage, c'est ce qu'on appelle classiquement les lésions sous-épicardiques. Parfois, c'est un sous-décalage, c'est-à-dire que le segment ST va partir en bas. C'est un sous-décalage qui est comme ça, part vers le bas. Regardez là, il y a un sous-décalage qui dépasse les 2 mm. Il est largement significatif. En V1, V2, V3, on accepte même 0,5 mm parce que normalement, dans ces dérivations, le segment ST il a tendance à être sous-décalé. Regardez ici également cet aspect particulier de ce décalage, ce qu'on appelle le complexe de De Winter. Alors, regardez le point G qui est abaissé, vous avez ce décalage comme ça qui va se raccorder à une onde de T qui est positive. Là, ça signe plutôt une occlusion plutôt qu'une sténose serrée. Également, quand vous avez une hypertrophie ventriculaire gauche, alors normalement, vous avez comme ça le segment ST qui a tendance à se décaler comme ça, alors qu'ici, il est négatif. Donc, quand le segment ST il est de polarité négative, là, on parle plutôt de lésion sous-endocardique. Le troisième, les définitions académiques, du sous-décalage ou bien de sous-décalage sur le segment ST. Alors, c'est des définitions académiques, elles sont un peu parfois difficiles à retenir. Alors, pour le sous-décalage du point G, en V2, V3, chez l'homme inférieur à 40 ans, ça doit être supérieur à 2,5 mm, alors que chez l'homme supérieur à 40 ans, on accepte 2 mm. Chez la femme, ça doit être supérieur à 1,5 mm. Alors, pourquoi ça? Parce que si on baisse les limites, on va plutôt avoir des problèmes par rapport à la sensibilité, à la spécificité. Ça va diminuer un peu de spécificité. Dans les autres dérivations, on accepte quand même juste 1 mm. En V7, V8, V9, on accepte 0,5 mm. Et en V3, VR,
V3R et V4R, on accepte 0,5 mm pour le sous-décalage. Juste pour les gens, les jeunes inférieurs à 30 ans, on doit avoir quand même des limites plus importantes, ça doit dépasser le 1 mm. Pour le sous-décalage, généralement, toutes les dérivations, c'est un sous-décalage de 1 mm, sauf en V2, V3, où on accepte un sous-décalage de 0,5 mm. L'ischémie de grade 3, c'est les manifestations ischémiques en rapport avec des modifications du complexe QRS. Alors, croyez-moi, classiquement, le QRS à la phase aiguë d'un infarctus, on le néglige complètement. Mais si vous regardez comme ça de près, vous regardez de bien, vous allez avoir beaucoup d'informations en rapport avec une ischémie myocardique sur le QRS. C'est ce qui va vous aider dans certaines situations, dans l'interprétation des anomalies électriques. Alors, comme ça, quand vous regardez comme ça, vous allez vous dire que, en fin de compte, l'interprétation des signes d'ischémie à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde, c'est quelque chose de facile. Mais croyez-moi, dans la vraie vie, parfois ça devient très très difficile et on est embêté par certains aspects électriques. Et dans cette situation, dans ce cas de figure, il faut partir à la chasse et avoir le maximum d'arguments pour avoir une probabilité d'une pathologie ou bien d'une situation clinique particulière. Alors les modifications du QRS, ça va partir de la partie terminale, comme l'ischémie, c'est-à-dire ça va partir de nom de T jusqu'au QRS. Pour le QRS, ça va partir de la partie terminale du QRS jusqu'à la partie initiale du QRS. Donc généralement, on a essentiellement 3-4 manifestations. Alors la première manifestation, c'est la distorsion de la partie terminale du QRS. Vous voyez, le long de S qui a tendance à disparaître et le point G qui commence comme ça à décaler vers le haut. La deuxième manifestation, on va avoir, regardez dans cette situation par exemple, les ondes R qui sont importantes, ça peut être juste l'image en miroir, de ce qui se passe dans les dérivations postérieures. Vous allez voir V1, V2, V3, alors dans cette situation peut-être qu'il y a un infarctus postérieur, mais également il peut y avoir des modifications du QRS dans le sens que, regardez, vous avez en V1, une onde R qui est petite, rapidement, l'onde R qui va être majorée, elle va devenir plus grande. C'est-à-dire que si elle devient plus grande, probablement qu'il y a des signes d'ischémie ailleurs. Puis par la suite, regardez, un défaut de la croissance anormale de l'onde R qui peut être des images en miroir. Alors dans les infarctus anciens, plutôt on a le contraire, on a ce qu'on appelle un défaut de progression de l'onde R, c'est-à-dire l'onde R, vous avez une onde, au lieu qu'on ait une progression de l'onde R comme ça, petit R, puis qui va grandir, on n'a pas d'onde R, ou bien on a des ondes R qui ne grandissent pas, qui ne poussent pas. Alors ça peut être des séquelles de nécrose. Puis dans un temps plus ou moins important, parfois quelques heures, voire par la suite, on va voir développer ce qu'on appelle les ondes de nécrose. C'est le trou électrique, ça veut dire qu'il y a une nécrose myocardique. Et parfois également, on peut avoir des manifestations comme ça, un QRS qui est fragmenté comme ça, il est déchiqueté comme ça. Alors, ceci n'est pas spécifique d'un infarctus, mais quand on le trouve, soit c'est un bloc focal péri-infarctus, ou bien quand même il y a de la fibrose. Et dans cette situation, on ne peut pas faire la différence entre ischémie et fibrose sur le CG. Il faut avoir d'autres explorations pour se prononcer par rapport à ça. Le diagnostic de l'infarctus ou bien des éléments ischémiques, la plupart des critères qu'on a, on les a sur un ECG qui est normal, c'est-à-dire où la dépolarisation va suivre les voies normales et la repolarisation va suivre les voies normales. Par contre, quand il y a un trouble de conduction intraventriculaire, c'est-à-dire la dépolarisation ventriculaire et la repolarisation ne va pas se faire d'une manière normale. C'est le cas d'un bloc de branche, par exemple un bloc de branche droit ou bien d'un bloc de branche gauche. Alors pour le bloc de branche droit, ça ne modifie pas tellement la repolarisation, c'est-à-dire que les troubles ischémiques, on arrive quand même à les voir, même quand il y a un BBD, ça ne va pas gêner. Par contre, le problème, c'est quand il y a un BBG. Alors quand il y a un BBG, il y a une activation anormale, d'une manière anormale, de myocarde ventriculaire gauche. La repolarisation
elle va également être anormale parce que la dépolarisation, elle va être anormale. Donc, dans un bloc de branche gauche normale, sans ischémie, on peut avoir plutôt un défaut de progression de R dans les dérivations précordiales droite, c'est-à-dire V1 à V3. On peut avoir un semblant du décalage dans les dérivations précordiales droite, c'est-à-dire de V1 à V3. Dans les dérivations gauche, on va voir cet aspect, il n'y a pas d'onde de nécrose ici, on va voir cet aspect du QRS, mais plutôt ce qui va gêner, c'est les troubles de la repolarisation. Alors classiquement, anciennement, on disait qu'on ne pouvait pas faire le diagnostic d'un infarctus sur un BBG. Alors en 1996, il y a une américaine du nom de Scarabosa qui a publié un papier dans le New England Journal of Medicine où elle dit quand même c'est possible de faire le diagnostic de l'infarctus sur un BBG et puis par extension sur les QRS larges. C'est-à-dire même quand il y a par exemple un QRS large pour une autre raison, notamment pour une stimulation myocardique, un pacemaker, on peut faire le diagnostic d'un infarctus à la phase aiguë. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle vous dit que quand vous avez un BBG que vous êtes sûr que c'est un BBG qui est nouveau, dans un contexte clinique d'un syndrome coronaire, il faut le prendre pour un infarctus. Les autres critères de l'infarctus, c'est des critères de convergence positive et ou bien de divergence majorée. Alors, c'est quoi cette histoire de convergence positive et de divergence majorée? Alors, dans les dérivations, où normalement il doit y avoir une divergence appropriée, c'est-à-dire que la polarité de l'onde de T, ça va s'opposer à la polarité du QRS. Le fait que vous allez avoir une convergence, là c'est une divergence appropriée, le fait d'avoir une convergence, c'est-à-dire une polarité de l'onde de T et du segment ST qui est la même polarité du QRS, dès qu'elle dépasse 1 mm, ça veut dire que vous êtes probablement dans l'éventualité d'un infarctus. La deuxième, c'est dans les dérivations où vous avez plutôt une discordance qui est, disons, appropriée, mais qui est négative, c'est-à-dire qui est positive. Ça veut dire que vous avez un QRS, mais c'est plutôt une onde de S avec un sus-décalage. Là, c'est V1, V2, V3. À partir du moment où vous avez une convergence positive, c'est-à-dire que vous avez le déplacement du segment ST, sa polarité va dans le même sens que le QRS. Si ça dépasse 1 mm, là, vous êtes plutôt dans l'infarctus. Alors ça, c'est 5 points, ça, c'est 3 points. La deuxième des choses, c'est la divergence majorée, c'est-à-dire que c'est dans les dérivations, surtout les dérivations précordiales, si vous avez une exagération de la divergence appropriée, généralement, c'est un sus-décalage qui ne va pas dépasser les 2-3 mm. Maintenant, si cette divergence elle est majorée, ça dépasse les 5 mm, vous pouvez suspecter un infarctus, mais qui est moins spécifique que les deux premiers critères. En V1, V3, dès que le segment ST il sus-décale de plus de 5 mm, vous pouvez suspecter un infarctus associé à un BBG. Il y a eu un autre Américain qui a travaillé sur ça et qui a affiné ces critères. Alors pour l'Américain, le monsieur Smith, alors lui, il a vu que ce critère de divergence, bon, il maintient toujours les critères de convergence positive, mais pour le critère de divergence, plutôt lui, il ne raisonne pas en termes absolus, c'est-à-dire il ne raisonne pas en termes de millimètres. Par contre, lui, il raisonne en termes de proportionnalité. Alors, quand vous avez, comme ça, une positivité, quand la divergence elle est majorée, c'est-à-dire vous avez le segment ST sur le complexe R, ou bien qui dépasse les 0,3 mm, il vous dit plutôt que vous êtes probablement dans un infarctus. Et quand la divergence elle est majorée dans le sens négatif, c'est-à-dire quand vous avez un ST qui est rapporté à l'onde S, dès que ça dépasse le quart en V1, V2, V3, donc plutôt vous êtes
dans un infarctus, puis par extension, et il a dit que si vous prenez n'importe quelle, au moins une dérivation, où vous allez trouver l'un de ces critères de divergence majorée, alors dans cette situation, vous êtes probablement dans une situation d'infarctus qu'il faut confronter aux données cliniques. C'est-à-dire quand vous avez un malade qui va se présenter avec une présentation clinique compatible avec un syndrome coronarien et que vous avez sur une seule dérivation, un signe de divergence majorée, soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif du QRS, quand ça dépasse les 0,3 quand c'est positif ou bien 0,25 le quart quand c'est négatif. Dans cette situation, vous êtes en droit de retenir le diagnostic d'un infarctus du myocarde. La dernière notion importante dans l'ischémie myocardique, c'est la notion du territoire. Ça veut dire que si vous avez par exemple une situation ischémique, l'ischémie, ça correspond à un problème au niveau d'une artère coronaire. Cette artère coronaire, ça va desservir un territoire myocardique. Et le territoire myocardique, il est représenté par au moins 2 dérivations. Ça veut dire que, pour dire que ces troubles de la repolarisation, ils sont secondaires à une ischémie myocardique, vous pouvez avoir ces manifestations électriques ou bien ECG dans au moins 2 dérivations contiguës, et ces 2 dérivations contiguës, elles vont explorer le même territoire qui est desservi par la même artère. Par exemple, si on prend des anomalies électriques en V1, V2, V3, ça représente la paroi antéroseptale, c'est une artère interventriculaire antérieure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir par exemple des anomalies en V1 et des anomalies par exemple dans le même sens, par exemple disons en AVF par exemple, et on va dire sur le même territoire parce que généralement ça ne correspond pas au même territoire. Plutôt, il faut avoir le même territoire qui correspond à une artère. Donc V1, V2, V3, V4, c'est un antérosepto-apical. Quand V5, V6, c'est un latéral bas. Quand vous avez l'association V1, V2, V3, V4, V5, V6, c'est un antérieur. Alors quand vous avez AVL et D1 dans le plan frontal, c'est un latéral haut. Alors quand vous avez la combinaison de l'antérieur de V1, V6 plus AVL et D1, c'est un antérieur étendu. Vous avez puis les dérivations D3, AVF, D2 qui sont des dérivations inférieures. Généralement, elles vont explorer la paroi inférieure qui est vascularisée, alors soit par l'artère, la coronaire droite ou bien parfois par les branches de l'artère circonflexe. V7, V8, V9, généralement, c'est le postéro-basal, ou bien qui représente le territoire qui est vascularisé par l'artère circonflexe. Alors, j'espère que j'ai fait le tour de la question. C'est un thème qui va être également développé dans la pathologie ischémique qu'on va voir par la suite. Et je vous remercie.